L'actualité à la une ce matin, les députés membres de la Haute Cour de justice désignés hier à Ouagadougou, les 12 parlementaires ont prêté serment et se sont engagés à servir la nation. Ils doivent juger les hautes autorités de l'État, ambiance et réaction dans ce journal. Et puis, la société civile donne sa version des droits humains au Burkina. Une coalition d'organisations a rencontré les médias hier pour donner sa contribution au rapport en examen à Genève. À suivre dans cette édition. En route pour Banfora, Marguerite Douanio vous présente les fruits et légumes de Yegreso à l'entrée de Bobo du Lasso. Elle nous dira quelle est la place de la Sosico dans le tissu économique de la région. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Les juges parlementaires de la Haute Cour de justice sont connus. Les titulaires ainsi que les suppléants désignés hier ont prêté serment. Ils sont compétents pour juger les hautes autorités de l'État. Ambiance de cette élection avec Anna-Lucie Kéry. L'émotion était forte pour les 6 juges parlementaires titulaires et les 6 juges parlementaires suppléants qui ont été désignés par leurs collègues députés pour siéger à la Haute Cour de justice. À l'issue de leur élection à bulletin secret, Jérôme Comporé, premier juge parlementaire suppléant, Gisèle Digma, premier juge parlementaire titulaire, et les autres élus de l'opposition et de la majorité, membres de l'instance, chargés de juger les hauts responsables de l'État, ont prêté serment en promettant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. Cette émotion est d'autant plus grande que le résultat que je viens d'obtenir confirme, si besoin en était, que mes collègues députés placent beaucoup de confiance en moi et que je promets et je jure de remplir loyalement ma mission qui m'a été confiée et pour le bonheur du peuple burkinabé. Pour les 6 juges parlementaires suppléants, ils mettront tout en œuvre pour mériter la confiance qui a été placée en eux. Ce n'est pas un référendum. Quand un problème, on ne vient pas demander au groupe parlementaire, etc. Bon, nous instruisons à notre âme de conscience et je pense que chacun de nous dit ce qu'il sa conviction. C'est comme ça que je comprends la tâche. Conformément aux articles 137 à 140 de la Constitution, 3 magistrats de grade exceptionnel seront désignés ultérieurement et porteront à 9 le nombre des membres titulaires de la Haute Cour de justice. Une élection qui se tient au moment où la situation des droits humains au Burkina est un examen à Genève. On vous le disait hier, le Burkina a fait un passage réussi devant ce comité. À Genève, plusieurs autres pays attendent de convaincre le groupe de travail après les débuts des activités lundi. Opération Transparence sur les droits humains, acte 2. La ministre des Droits humains et de la promotion civique prend place aux côtés des membres du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Julie Niyan-Somda à 3h30 pour présenter la situation des droits humains, le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues du premier passage à l'EPU en décembre 2008, les perspectives du Burkina en matière d'effectivité des droits humains et répondre aux questions des États. Dans son rapport, elle présente une situation globalement positive des droits humains au Burkina, même si les efforts consentis cachent quelques disparités. We will now proceed with the review of Burkina Faso. Le rapport présenté par le Burkina Faso à ce jour rend brièvement compte de la situation des droits de l'homme sur son territoire depuis l'examen précédent. Ainsi, au plan judiciaire, des progrès sont enregistrés avec notamment la création d'un fonds de 100 millions de francs CFA pour aider les justiciables démunis dans leurs actions judiciaires. Le droit à la santé s'est vu renforcé avec le lancement par le gouvernement de l'assurance maladie universelle. Le Burkina a aussi adopté plusieurs textes afin de conformer la législation et la réglementation nationale aux normes internationales. Dans cette dynamique, on note la mise en conformité de la Commission nationale des droits humains avec les principes de Paris, l'institution des chefs de file de l'opposition politique, la création d'un conseil national pour le genre et le renforcement des capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Toutefois, le bémol viendrait de l'abolition de la peine de mort non encore effective, de la traite et du travail des enfants, de même que les mutilations génitales féminines, toujours d'actualité dans de nombreuses régions du pays. Pour la ministre burkinabé en charge des droits humains, les efforts se poursuivent pour inverser la tendance.
Nous sommes en train d'approcher les chefs coutumiers et religieux, nous approchons la population même de manière générale, nous approchons les parlementaires, nous approchons les organisations de la société civile pour sensibiliser sur la nécessité d'abolir la peine de mort. Mais vous voyez, ce n'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, nous assistons quand même à un regain d'incivisme et à un regain de violation de certains droits, des droits fondamentaux, à savoir la vie. Le MBDHP, avec d'autres organisations de la société civile, ont proposé un rapport alternatif sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Ce rapport-là, nous mettons l'accent sur des questions telles que l'indépendance de la justice, parce que de notre point de vue, depuis le dernier passage du Burkina jusqu'à ce second passage-là, la situation n'a pas beaucoup évolué. Nous avons toujours une justice qui est très dépendante du pouvoir politique en place. Donc nous revenons là-dessus. Nous évoquons également la question de la démocratie, notamment ce qui concerne la reconnaissance des candidatures indépendantes. Parce que pour nous, dans un système démocratique, qu'on veut démocratique, il est important que les citoyens puissent se présenter à toutes les élections. Si on arrivait à mettre en pratique donc, le contenu de la loi, la Commission nationale des droits humains devrait pleinement jouer son rôle d'assistance au pouvoir public pour la promotion et la protection des droits humains, avec un mandat large de protection des droits humains, à savoir être en mesure d'interpeller le gouvernement, être en mesure de proposer, de faire des recommandations, mais surtout être en mesure de recevoir des personnes qui déposent des plaintes individuelles ou collectives. Après le premier examen périodique en 2008, 27 recommandations avaient été formulées à l'endroit du gouvernement burkinabé. Des recommandations qui ont connu des fortunes diverses. Nous avons pris des mesures justement pour éviter le travail des enfants dans les mines. C'est interdit par la loi. Et ce que nous faisons, c'est la sensibilisation pour dire à ceux qui sont titulaires, responsables de la gestion de ces mines-là, qu'il faut refuser d'employer, d'embaucher des enfants sur les sites miniers. Et nous faisons aussi cette sensibilisation à l'égard des parents pour que l'école soit privilégiée par rapport au travail dans les mines. C'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais ce n'est pas le lieu idéal d'éducation d'un enfant. D'autres recommandations sont attendues à la suite de ce deuxième examen périodique. La validation du rapport gouvernemental sur l'état des droits humains au Burkina est quant à lui attendue pour le mois de juin prochain. Un reportage de Mariam Vanessa Touré. Comme vous avez pu le noter, ce rapport est un travail d'équipe qui a été apprécié en Suisse. Dans ce document, par exemple, il y a la contribution de la société civile. Une coalition était face à la presse hier pour dire exactement ce qu'elle a pu apporter à l'élaboration. Estelle Judith Assoba. Le Burkina Faso a participé le 22 avril dernier à Genève, en Suisse, à l'examen périodique universel du système des Nations Unies. Étaient également présents à cet exercice les organisations de la société civile avec sous les bras un rapport alternatif sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie au Burkina Faso. Cette conférence de presse, initiée par une coalition de 6 organisations de la société civile, avait pour objectif de partager le contenu du dit rapport avec les journalistes. Nous pensons qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il y a un déficit au niveau de la gouvernance politique et démocratique. Vous savez que nous avons connu des périodes extrêmement difficiles dans le courant du premier semestre 2011. Nous pensons fondamentalement que les causes profondes de cette crise que nous avons connue en 2011 reposent sur l'extrême concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Il y a également, naturellement et malheureusement, cette velléité persistante à vouloir modifier l'article 37 de la Constitution en vue d'une perpétuation au pouvoir. Deuxième niveau de déficit, c'est un rapport avec les droits civils et politiques. Pendant longtemps, nous avons dénoncé des dérives et des pratiques pas normales, telles que les tortures, les détentions arbitraires, les détentions abusives, au niveau des centres de détention préventifs, comme les commissariats de police, comme les postes de gendarmerie, mais également au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Nous constatons malheureusement aujourd'hui que ces phénomènes-là perdurent. Il serait temps que l'on bannisse l'ensemble de ces phénomènes-là.
Face aux insuffisances relevées, les auteurs du rapport ont également formulé des recommandations à l'adresse de l'État burkinabé. Des recommandations qui s'articulent en 10 points et visent à améliorer la situation des droits humains. Ce que nous proposons au gouvernement est intégré dans les différentes recommandations que nous avons formulées. Et je pense que généralement, lorsque vous parlez d'améliorer les conditions de vie des gens, à savoir prendre en compte les droits économiques, sociaux et culturels, la réaction primaire de pratiquement tous les États, tous les gouvernements, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, d'argent, pour prendre en charge la santé de l'ensemble des populations, pour prendre en charge l'éducation de l'ensemble des populations, etc. Nous disons non. C'est une question de choix, de priorité. La coalition envisage poursuivre ses actions après le passage du Burkina Faso à cet examen. Elle est déterminée à effectuer un travail de suivi en vue de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées à Genève à l'adresse de notre pays. Vu du PNUD, les indices de développement humain connaissent aussi une évolution au Burkina. Un rapport qui tient compte à la fois de la justice, de l'éducation, de la santé ou encore de la protection sociale a été publié hier à Ouagadougou. Mais au-delà du Burkina, c'est l'ensemble des pays en développement qui fait un bond dans ce domaine. Claudine Bikaba. L'indice de développement humain IDH pour l'Afrique du Sud du Sahara passe de 0,405 en 2000 à 0,475 en 2012, soit un taux de progression annuel moyen de 1,34% selon le rapport mondial humain 2013. Cette performance résulterait des efforts dans la promotion de la santé, de l'éducation et le développement économique. Ce rapport est officiellement lancé au niveau mondial au Mexique le 14 mars 2013 et au Burkina ce 23 avril. Et ce lancement a pour objectif de contextualiser un peu le rapport, de discuter des résultats du rapport en ce qui concerne le pays et de voir quelles sont les applications et les discussions qu'on peut faire sur les recommandations qui sont indiquées dans le rapport. Le rapport a fait le point sur les transformations opérées par les pays du Sud, portées par les pays émergents, que sont le Brésil, la Chine et l'Inde, et les présente comme des expériences réussies. Il s'est aussi penché sur comment maintenir cette dynamique évolutive. En fait, le rapport analyse les avancées économiques et sociales des pays émergents du Sud ces dernières années. Il essaie de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer, que les pays qui sont à la traîne peuvent tirer de l'expérience de ces pays pour pouvoir relancer leur économie. Selon le rapport, le Burkina est classé 183e sur 187 pays. Cependant, l'expert qui a présenté le rapport estime que le Burkina est sur la bonne voie. Néanmoins, il devra mettre l'accent sur l'alphabétisation des adultes et s'activer à créer plus d'emplois pour les jeunes pour renforcer ses performances. Cette question maintenant, comment avoir une énergie de cuisson propre, saine et abordable dans les ménages? Des spécialistes de la CEDEAO se posent la question. À Ouagadougou, en fait, ils font la promotion des foyers améliorés et haute énergie renouvelable. Les détails dans ce reportage signé Abdel Aziz Yagibou. Près de 80% de la demande d'énergie de l'espace CEDEAO provient de la biomasse traditionnelle, notamment du bois et du charbon de bois. Une pratique aux conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé des femmes et des enfants. La question interpelle plus d'un pays membre de la communauté. Comme début de solution, il a été développé à travers le centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables une initiative appelée Alliance pour une cuisson propre en Afrique de l'Ouest, WACA. Alliance qui fait l'objet d'une réflexion ici à Ouagadougou. Il est question pour ces experts en énergie de cuisson de l'espace communautaire de se mettre au même niveau d'information, de partager les meilleures pratiques, mais aussi de définir un plan d'action. Pour la mise en œuvre de cette initiative, il doit falloir avoir un plan d'action consensuel. Donc, à l'issue de cet atelier, on devrait sortir avec les points de vue des différents participants permettant d'affiner le plan d'action. La réussite du pari d'une cuisson propre passe aussi par l'utilisation de moyens à haut rendement énergétique, tels les foyers améliorés. Ça permet d'économiser du bois et de réduire l'impact
donc sur la déforestation. Même les autres sources d'énergie que sont le gaz par exemple, il faut également une cuisson propre. Donc il faut adopter des moyens qui permettent d'économiser l'énergie et également d'être propre, de dégager moins de gaz. À l'occasion de cet atelier, il a été donné à découvrir des exemples concrets de combustibles alternatifs, des produits technologiques et services de l'Afrique occidentale et d'autres régions. Ce sont des énergies qui pourront intéresser le Centre national des œuvres universitaires pour la restauration au profit des étudiants. Le centre cherche à améliorer ses services destinés aux étudiants. À partir de ce matin, le CENU ouvre 3 jours pour améliorer la restauration, le logement, les services de santé, les activités sportives dans les universités du Burkina. Salinana, explication. Le plan stratégique de développement 2013-2022 élaboré par le Centre national des œuvres universitaires vise à assurer une fourniture adéquate et améliorer des services sociaux aux étudiants burkinabés. Ce plan décennal tient compte de l'hébergement, de la restauration, de la santé et des activités sportives et culturelles de l'étudiant. Et pour valider ce document, les participants à cet atelier ont 3 jours pour faire une analyse approfondie, dégager les besoins et insuffisances et envisager des solutions. Ça va nous donner un document vraiment qui va nous permettre de voir avec les partenaires techniques et financiers, de voir même avec le gouvernement, etc., quels sont d'abord les besoins que nous avons et de quelle manière nous allons nous y prendre pour pouvoir répondre de façon efficiente aux besoins des étudiants. Ce document, une fois validé, permettra de répondre aux besoins présents et futurs en matière d'œuvres sociales des étudiants. Il devrait également contribuer à améliorer de façon progressive leurs conditions de vie et de travail. Oui, Salinana, améliorer la qualité des œuvres diffusées dans les médias. C'est l'objectif des prix Gallian. Cette année encore, les meilleures œuvres présentées vont être primées. Le comité d'organisation a été installé ce matin avec pour mission de réussir l'événement. C'est Sylvestre. Les membres du comité national d'organisation des prix Gallian édition 2013, ici réunis au nombre de 51 personnes, plus du personnel d'appui, sont répartis dans 7 commissions. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour une réussite de l'événement. Et cette cérémonie officielle d'installation du comité n'est donc que symbolique. Plus de 300 œuvres ont été enregistrées et après nettoyage, 272 ont été retenues et actuellement soumises à l'appréciation des membres des différents jurys. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer véritablement la soirée, la nuit du communicateur, qui, comme vous le savez, aura lieu le 17 mai. Et donc, nous voulons en faire une très très belle fête et aussi un beau programme télévisuel pour magnifier l'excellence dans le secteur des médias et de la communication. Les Gallians sont cette année à leur 16e édition. Et à l'occasion, le comité d'organisation a décidé de rendre hommage à l'un de ses pères fondateurs. Cette année, le président d'honneur, c'est M. Mahamoudou Ouedraogo, qui n'est plus à présenter, qui est un ancien ministre, ancien journaliste, conseiller du chef de l'État, qui est donc celui-là qui a initié ce qui s'appelait au départ les masques d'or, qui ont évolué pour être aujourd'hui les prix Gallian. Donc c'est lui le président d'honneur. Je suis certain qu'avec lui, la cérémonie aura un éclat étincelant. Cette cérémonie officielle d'installation a permis aux différentes commissions de faire avec le président du comité d'organisation le point des activités déjà menées ou entamées, de faire un état des besoins et d'échanger des idées. Pour la suite, plusieurs rencontres de travail sont prévues. 2 répétitions générales sont également prévues, l'une le 16 mai et l'autre le 17 mai, le jour même de la nuit du communicateur. Place à présent notre carnet de route. Marguerite Douaniou est à quelques kilomètres de Banfora. Sur sa route, elle nous présente aujourd'hui les activités de la Sosuco et les vendeuses des fruits et légumes. C'est l'essentiel de votre page en route pour Banfora. C'est bien sûr présenté par Marguerite Douaniou. Vous pouvez vous faire une idée dès l'entrée de Bobo-Dioulasso du potentiel en matière de fruits et légumes
dans cette localité. À Yegueresso, vous aurez l'emballage du ces marchés de fruits et légumes de Bobo Dioulasso avec Widia Rokia Sanou. C'est l'accueil réservé aux voyageurs qui fait une halte à Yegueresso, située à l'entrée de Bobo Dioulasso sur la nationale numéro 1. En vous proposant ces fruits et légumes, c'est l'une des caractéristiques de la ville de Sia qui vous est dévoilée. Quand vous quittez une région, il faut ramener quelque chose qui est en rapport avec la région. Et les mangues, quand on revient de Bobo sans les mangues et pour certains sans les sitoumous, c'est comme si on n'a pas fait le déplacement. Certaines de ces femmes vraiment, elles sont agressives, entre griffes, en ce sens que bon, chacune vraiment se débat. C'est un problème de sensibilisation. Sinon, on devrait s'asseoir, les clients arrivent à acheter. Une fois dans la ville, c'est tout un marché qui est consacré aux fruits et légumes. Et depuis 2010, il permet aux commerçants de faire de bonnes affaires. On vend par ça qu'on vend en détail, comme vous voyez comme ça. La boîte c'est 300, 500, 400. Pour le sac, ça fait 21 000. Le marché aussi, entièrement, le commencement, c'est mou d'abord. Parce que la période des mangues n'a pas bien encore arrivé, donc il y a beaucoup de clients qui n'ont pas engagé dedans d'abord. Situé au secteur 9, le marché des fruits et légumes de Bobo Dioulasso a été construit dans le souci d'offrir un cadre plus sain et plus approprié à la vente de ces produits qui font la renommée de la belle cité de Sia. La formation est l'un des maillons essentiels pour le développement de l'agriculture. Le centre agricole polyvalent de Matourkou est depuis 40 ans dans cette dynamique de formation des professionnels de l'agriculture pour une sécurité alimentaire durable. En route pour Banfora, nous avons fait escale dans ce centre pour une visite guidée. C'est avec Moumouni Barou. Le centre agricole polyvalent de Matourkou est un établissement public de formation professionnelle et agricole du ministère chargé de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Créé en 1963, le centre assure la formation initiale des agents techniques d'agriculture, des techniciens supérieurs d'agriculture et des ingénieurs d'agriculture. Il faut le souligner, ces agents d'exécution, d'application et de conception ont tous le même objectif, la promotion de l'agriculture. Le centre Bon Malin, on forme à peu près 250 agents que nous mettons à la disposition, non seulement du ministère de l'Agriculture, mais également des projets, des associations et d'autres aussi s'installent à leur propre compte. Donc chaque année, 250 personnes qui arrivent à encadrer les nombreux paysans que vous voyez au niveau du Burkina. Ça contribue nécessairement à améliorer un peu la production et la productivité. Le centre agricole polyvalent de Matourkou forme sur son site plusieurs agents et ils sont ensuite mis à la disposition de l'État ou des structures privées pour participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Pour nous, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord de donner une formation théorique, mais également de donner une formation pratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc des plateaux techniques. Là, vous pouvez voir le laboratoire qui nous permet donc de faire un certain nombre d'activités en labo. Mais de l'autre côté, nous avons donc des espaces que nous appelons les parcelles de production au niveau scolaire. Et ici, vous avez les salles de classe et bien sûr le cadre d'hébergement à côté. Alors, donc, pour nous, il est important qu'à leur sortie, ils soient vraiment en phase avec les réalités du milieu, mais qu'ils soient également opérationnels. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois nous essayons de nous rapprocher autant que faire se peut des réalités du terrain.
Je prends l'exemple pour cette année où nous avons, autour donc de la question de la nutrition, estimé qu'il était important de mener une réflexion et nous avons été accompagnés donc par des partenaires techniques et financiers. Et là, nous venons d'intégrer cette dimension de nutrition dans nos curricula. Donc, on reste ouvert vraiment aux réalités, mais tout en restant, bien sûr, rigoureux sur les aspects pédagogiques et la déontologie de ce métier. En dehors du volet formation, le centre possède un autre département qui est celui de production. En ce qui concerne le département de la production, nous sommes structurés en plusieurs secteurs. Le secteur de la production agricole, le secteur de l'élevage, le secteur des ressources naturelles et celui de la mécanisation. Bon, en ce qui nous concerne, pour la participation même, nous produisons de la semence, sésame, niébé et puis soja. Et ça, c'est déjà un programme du ministère en charge de l'agriculture, donc le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Donc la semence, lorsqu'elle est produite, nous la remettons donc dans le circuit pour la commercialisation. Un autre secteur d'appui, particulièrement sur la mécanisation, parce que nous travaillons aux côtés de la direction de la formation, dans la formation des élèves. Et pour cela, nous avons deux secteurs. Le premier secteur, c'est la traction animale. Ensuite, il y a le secteur de la motorisation. Donc, vous avez ces tracteurs, vous avez un motoculteur par là, et vous avez aussi des motopompes qui sont là. Donc, c'est des formations qui sont réalisées dans le domaine, donc la formation, mais le matériel étant donc sous la responsabilité de la direction de la production. À l'occasion de la 16e journée nationale du paysan qui va se dérouler du 25 au 27 avril prochain à Banfora, le directeur général de Cap de Maturkou pense que c'est une opportunité pour sa structure d'apporter aux producteurs son expertise, notamment dans le choix des semences en fonction des changements climatiques. Les changements climatiques qui exigent de plus en plus de nouvelles techniques agricoles pour une meilleure productivité. Nous y sommes dans la cité du paysan noir et la première histoire que nous allons vous raconter, c'est celle de la société sucrière de la Komoé à Banfora. Une histoire qui dure depuis très longtemps. L'une des plus anciennes unités industrielles de la ville, en plus de contribuer à l'essor économique de la région, offre à la ville un charme particulier avec les vastes champs de canne à sucre. Sanoua Christine Koulibaly nous dit tout sur la SN Sosiko. Plus d'un voyageur a été séduit par cette vue panoramique qu'offrent ces vastes champs de canne à sucre situés de part et d'autre de la route à l'entrée de la ville de Banfora. Ce sont des centaines d'hectares qui sont ici emblavés pour alimenter l'une des plus anciennes unités industrielles de la région, la société sucrière de la Komoé Sosiko. La Sosiko existe depuis les années 68. Elle a commencé par la partie qui fait les sucres en morceaux, l'agglomérerie qui importait les sucres granulés pour les mettre en morceaux, qui était situé à Banfora dans l'actuel site des Grands Moulins. Et c'est en 1974, après l'ouverture des champs, que la Sosiko a déménagé sur le site ici. Et l'usine a commencé à partir de la matière première que nous produisons dans nos champs. Nous avons en ce moment une superficie de 4000 hectares sous canne pour une production d'environ 270 000 tonnes de canne, pour une production de 31 à 32 000 tonnes de sucre par an. Une production qui ne représente qu'environ 30% des besoins du marché national, mais qui rapporte beaucoup à l'économie burkinabé. La SN Sosiko achète sur le marché national pour plus de 5 milliards par an. Ce que nous versons dans les caisses de l'État annuellement, le dernier chiffre dont je me rappelle se trouve autour de 4 milliards de francs CFA. Et nous versons plus de 3 milliards de salaires, tous les éléments du salaire. Si nous mettons tous les éléments du salaire ensemble, c'est plus de 3,5 milliards que nous dépensons par an. 3,5 milliards de francs CFA versés aux milliers d'employés de toute la chaîne de production du sucre, ce qui fait de cette société l'une des plus pourvoyeuses d'emplois. C'est vraiment une structure qui contribue à l'économie de la région
à travers donc les recettes qu'elle verse aux collectivités territoriales, à travers donc les emplois qu'elle a créés. Selon les informations que j'ai reçues, au moment où l'usine n'avait pas de difficultés majeures, elle employait des milliers de personnes. Et je crois qu'elle venait en deuxième position après l'État en matière d'emploi, de ressources humaines. Je fais 37 ans. On s'en sort. Et on s'en sort. En tout cas, ce qui est sûr, les problèmes ne manquent pas. Mais on essaie de relever les défis. Des crises, la SN Sosico en a connu et la dernière en date est celle de 2011 qui opposait le syndicat des travailleurs à la direction. Aujourd'hui, les premiers responsables rassurent que cette période de turbulence relève du passé. Ces crises sont derrière nous, puisque nous avons repris langue avec les travailleurs et nous travaillons ensemble et nous nous rencontrons régulièrement pour débattre des problèmes de l'entreprise. Et pour moi, ces crises sont dépassées aujourd'hui. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir et à court terme projette à terre son potentiel de production qui est de 40 000 tonnes par an. Et des investissements sont en cours pour atteindre cet objectif, notamment au niveau de la culture de la canne à sucre où de nouvelles techniques telles que la micro-irrigation permettent de réaliser 40% d'économie. Notre voyage pour Banfora s'achève ici, au pied de la cascade de Karfiguela. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter les potentialités de l'agriculture burkinabé tout le long de la route nationale numéro 1. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à Banfora les 26 et 27 avril pour la journée nationale du paysan. À bientôt. Voilà, merci Marguerite Douanio. La suite de cette édition avec À l'étranger. C'est aujourd'hui que le président italien va annoncer le nom du prochain chef de gouvernement. Giorgio Napolitano a commencé les consultations ce matin. Le nom de Silvio Berlusconi di Cavaliere n'est pas écarté. Sur place, les Italiens sont divisés.